One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! De nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro de Club Mondial. On est à J+4 de la sévère défaite de l'Algérie face à l'Argentine en match de la première journée du groupe J. On est à J-4 de ce match très important de la deuxième journée face à la Jordanie. À ne pas se rater surtout sur cette rencontre. Et les Verts seront ce soir en Californie. 7206 km séparent l'état du Kansas au Levis Stadium qui se trouve à Santa Clara. On verra tout ça en seconde partie d'émission. Sur le plateau pour m'accompagner, nos experts habituels. Karim Atmour à ma droite. Karim, bonsoir. Bonsoir. Jamal Ajdi, bonsoir. Bonsoir. Moustapha Maza, bonsoir. Et puis via visioconférence, Khaled Lamouchia est en direct avec nous aussi. Khaled, bonsoir. Bonsoir Mohamed et bonsoir à tout le plateau. Khaled qui est d'ailleurs bien installé dans son sofa, qui a apprécié certainement le spectacle, le match qui vient de s'achever entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, le triple champion d'Afrique face au quadruple champion du monde. Ça n'a pas été facile pour les Ivoiriens. On les attendait, mais ils n'ont pas déçu, même s'ils ont fini par s'incliner 2-1 ce soir. Khaled. Mohamed, je vous entends pas très bien, je suis désolé, mais ça coupe. Est-ce que vous m'entendez, Khaled? Je vous entends, mais de loin, et ça coupe énormément. D'accord, on essaiera de régler ce petit problème avec notre équipe en régie et je reviendrai vers vous pour vous poser cette question, Khaled. Alors, je commence par vous, Jamal. La Côte d'Ivoire n'a pas déçu ce soir, surtout que c'est une équipe qu'on attendait depuis le premier match. Effectivement, elle n'a pas déçu du tout, hein, parce qu'au vu de la première mi-temps notamment, où on a vu une équipe très alerte, qui défendait très bien, qui attaquait très bien, qui gagnait tous les duels. Moi, je me suis dit que c'est un modèle à suivre, tellement il y a eu beaucoup de détermination dans les duels, etc. Et c'était logiquement qu'ils avaient ouvert la marque par Kessié. Bon, en seconde mi-temps, les choses, à la fin de la première mi-temps, les choses avaient quelque peu changé, parce que les Allemands revenaient au fur et à mesure dans le match. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile pour les Ivoiriens, qui ont concédé l'égalisation et s'inclinaient dans les temps additionnels. Mais toujours est-il qu'ils ont vraiment donné une leçon de courage et d'abnégation. Karim, ça doit faire un peu mal, mener face à une grosse équipe allemande, 1-0, se faire rejoindre au score et puis surtout à la fin, et puis s'incliner à 2-3 minutes de la fin, du coup de siffler. C'est clair que ça fait mal parce que grosse débauche d'énergie avec beaucoup de combativité et puis à la fin comme ça. C'est un peu injuste, on va dire, sur tous l'effort mis du côté, si on se met du côté ivoirien. Après, du côté allemand, on va dire c'est le réalisme de l'Allemagne. Ouais, des Allemands. C'est le match, ils jouent 90 minutes et jusqu'à dans les derniers arrêts de jeu, ils sont revenus. Nous, en tant qu'Africains, on aurait aimé que ce soit la Côte d'Ivoire, même si moi, d'un autre côté, j'ai le côté allemand aussi, donc je aussi, parce que je vais en Allemagne. Mais non, c'était un beau match. Ouais. Et puis, Chafa, c'est là où on reconnaît les grandes nations. C'était pas du tout plaisant, le jeu allemand ce soir, par rapport aux Ivoiriens, mais ils ont fait jouer leur expérience.
Au vu du match, oui. Au vu du match, oui, sur les temps forts, et ainsi que les temps faibles. Les Allemands ont su gérer leur deuxième mi-temps, surtout en deuxième mi-temps, où Nagelsmann a fait rentrer le double buteur de l'équipe allemande, l'attaquant de Stuttgart, où il a inscrit un but à l'heure de jeu et le deuxième en fin de partie. Si on doit parler de la physionomie du match, je pense que les Ivoiriens auront beaucoup de regrets parce qu'ils avaient beaucoup d'occasions de creuser l'écart. Mais l'expérience et la personnalité de l'équipe allemande et le quadruple mondial, je dirais qu'ils ont réagi à l'heure du jeu où ils ont raté beaucoup d'occasions. Alors, est-ce que... Allez-y, Jamel, allez-y. C'est frustrant parce que juste avant le second but des Allemands, les Ivoiriens avaient une très très bonne occasion de scorer. De scorer, oui. S'imposer. Après, si je peux me permettre aussi, oui, Karim, allez-y. Du côté allemand, pourquoi il y a ce scénario aussi, c'est que ça n'a pas été, c'est pas qu'ils ont manqué de respect aux Ivoiriens, mais pour eux, c'était pas un match, pour eux, c'était un match qui était à leur portée. Ouais. Je veux dire, il faut qu'on soit lucide aussi. Si on se met du côté en Europe, les équipes africaines, elles sont pas encore exactement beaucoup respectées. Beaucoup pensent que, voilà, ils sous-estiment un petit peu le football africain, des pays africains, parce que pour différentes raisons, mais en tout cas, là justement, cette Coupe du Monde permet de montrer aussi un petit peu que le niveau est en train de se niveler, qu'il y a plus ces écarts de distance, de niveau entre les équipes européennes comme l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Mais moi qui suis en Allemagne, je sais que c'était pas un match sur lequel ils étaient là à tout prix à se dire oui, attention, on va perdre potentiellement ou il y a un danger. Non, c'était ok, il faut bien le gérer. Et puis, ça veut dire qu'ils ne retiennent pas les leçons, quoi. Parce qu'ils ont perdu plusieurs fois contre des équipes africaines. Oui, mais plutôt pour les avoir sous-estimés. Oui. Et c'est maintenant. S'ils sous-estiment encore, s'ils sous-estiment encore les équipes africaines, c'est ça les scénarios. Mais si on voit la physionomie du match, Karim, l'équipe ivoirienne avait beaucoup d'occasions de creuser l'écart. En fait, concrètement, si là on parle de réellement. Eux, ils se disent quoi? Ils disent, la dernière Coupe du Monde, il y avait combien d'équipes africaines en quart de finale ou en finale? Il n'y a jamais d'équipe africaine. Donc les joueurs, c'est que les joueurs, eux, ils regardent et ils se disent, voilà, Côte d'Ivoire, il y a qui? Il y a ce joueur, ok. C'est pas la France où il y a que des internationaux qui jouent au Real de Madrid et à Barcelone ou à Manchester City. Donc c'est comme ça, c'est dans cet état d'esprit-là. Hein. Moi, je dis les choses d'une façon assez transparente. Ah ouais. Oui. Alors, je ne sais pas si Khaled Laboucher est de retour avec nous ce soir. Khaled, bonsoir. Toujours pareil, en fait, j'entends bien Karim, j'entends bien Mustapha, j'entends bien Jamel. Mohamed, c'est le seul que j'entends pas très bien. Alors, c'est Karim qui fait. Après, je vais te poser la question si tu m'entends. Tu veux que je te pose la question? Alors, Karim va prendre le relais. Ouais, je te pose la question qu'il te posait. Il te posait la question pour savoir ce que tu pensais depuis ton beau sofa et le beau t-shirt gris que tu portes du match. J'entends ce que je veux en fait. Qu'est-ce que tu pensais du match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire que tu étais en train de regarder? J'espère qu'ils vont le régler rapidement. Mais si vous m'entendez, vous, par rapport au match de la Côte d'Ivoire, sincèrement, en fait, ils sont dans la lignée du match qu'ils ont fait, leur dernier match amical contre la France et leur match contre l'Équateur. Ils font une excellente première mi-temps. Ils ont flotté au début de la seconde jusqu'au dernier quart d'heure. Et comme l'a dit Jamel, je crois que c'est Jamel qui l'a rappelé, ils ont la balle du 2-1. Et c'est vrai qu'ils sont égalisés. Ils sont un peu sonnés, mais ils ont la balle du 2-1. Et malheureusement, quand tu n'es pas efficace, généralement, ça tourne contre toi. Donc, ils prennent le deuxième en toute fin de match. Mais pour revenir sur la Côte d'Ivoire et par rapport à l'impression qu'elle fait, moi, je pense que c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter tout au long de ce tournoi parce qu'elle dégage une puissance, une organisation et vraiment une force dans sa transition. Donc, je pense vraiment que ça va être une équipe à suivre. Et puis, Khaled, je pense que la logique a été respectée lors des 2 premiers matchs. 2 victoires de suite pour la sélection allemande. C'est un prétendant pour le sacre final, selon vous? Mohamed, désolé, mais en fait, il y a un problème de son. Désolé. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller jusqu'au bout, l'Allemagne? Non, je pense qu'en fait, à l'image de ce match, peut-être qu'ils vont pâtir d'expérience. Parce que j'ai eu l'impression pendant un moment qu'ils avaient peur de gagner. Alors, ils ont commencé à reculer, ils ont même déjoué. Et en fait, cette égalisation leur a fait peut-être du bien dans le sens où ils ont repris un peu, ils se sont remis la tête à l'endroit, ils ont recommencé à jouer comme ils l'avaient fait en première mi-temps.
Mais moi, j'ai peur que lors des matchs à élimination directe, après, je peux me tromper, j'espère me tromper, parce que j'aimerais bien voir une équipe, pas forcément la Côte d'Ivoire, mais une équipe africaine aller le plus loin possible. Mais moi, j'ai peur que lors des matchs à élimination directe, l'aspect mental fasse défaut, parce que, comme tu l'as dit, Karim, lors du dernier mondial, combien d'équipes étaient dans le dernier carré? Il y en avait qu'une, je crois, et le reste était sorti avant. Donc, il faut en fait gagner des matchs et aller à ce niveau-là pour pouvoir accumuler de l'expérience. Je l'espère qu'ils iront le plus loin possible, mais aller jusqu'au bout, ça sera compliqué, je pense. Au vu des matchs Jamal Rachdi, est-ce que vous trouvez que cette sélection de la Mannschaft a la carrure d'un futur champion du monde? Est-ce que vous êtes d'accord avec Khaled ou en désaccord? La carrure d'un champion du monde, peut-être pas, mais je pense qu'ils pourront arriver dans le dernier carré. C'est une équipe qui ne lâche rien. C'est ça, la fougue des Allemands, c'est cette volonté à aller chercher une victoire, quel que soit l'adversaire. Et je pense qu'ils ont les moyens d'arriver au moins dans le dernier carré, au moins. Mustafa? Oui, ils ont de la personnalité. Mais, après avoir été menés par une très bonne équipe ivoirienne, ils ont pu égaliser et marquer un deuxième but. Ça se voit que c'est une équipe qui va vers l'avant, qui joue un football direct. Donc il y a des joueurs d'expérience et le coaching aussi de Nagelsmann, d'avoir rentré un très bon attaquant de Stuttgart, Undev. Il a pu égaliser et marquer un deuxième but. Donc on a vu une très bonne équipe allemande qui monte en puissance par rapport au premier match. Ouais. Moi j'ai vu le deuxième match, ils ont de la personnalité. Ouais. Karim, profil de champion, cette équipe de la Mannschaft ou non, selon vous? C'est une équipe qui cherche encore. Hein. Elle a eu du mal sur le changement de génération à se trouver, à s'établir. Donc elle n'est pas encore dans cette sérénité où c'est pas le rouleau compresseur qu'il y a eu les années précédentes. Donc c'est une équipe qui cherche encore pour moi. Et c'est ce genre de tournoi qui permet justement de mettre une certaine hiérarchie, de mettre des fondations en fait sur des années à venir. Alors on va voir le classement momentané de cette poule E en attendant l'autre match qui se jouera ce soir à 1h du matin entre l'Équateur et Curaçao ou Curaçao, comme vous voulez, prononcez-le comme vous voulez. Et un risque pour la Côte d'Ivoire de passer 3e si l'Équateur gagne ce soir face à cette sélection, face à ce nouveau venu dans le mondial Curaçao. Jamal Rachdi, l'Équateur aura l'occasion ce soir de passer devant la Côte d'Ivoire. Ils vont probablement passer par rapport au goal average seulement. Parce que l'équipe de Curaçao, c'est une équipe avec laquelle on va améliorer le goal average. Mais la Côte d'Ivoire va rencontrer cette équipe au cours du 3e match. Chose que l'Équateur ne pourra pas faire contre les Allemands. Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire est bien partie pour terminer au moins 2e. Au moins 2e. Au moins 2e. Et Mustafa, même l'Équateur aura l'occasion de soigner son classement, peut-être apparaître parmi les meilleurs 3e aussi. Exact, Mohamed, exact. Ce qu'ils cherchent les Équatoriens, au vu de leur première prestation avec les Ivoiriens, j'ai vu une très bonne équipe, bien organisée, une bonne assise défensive. Après, pour ce match de ce soir, je pense qu'ils ont tous les moyens de les battre et jouer jusqu'au bout. Le dernier match contre les Allemands. Moi, j'ai vu une très bonne équipe de l'Équateur. C'est pas facile de les battre, mais ça reste quand même. C'est vrai qu'ils ont montré de belles choses dans la première rencontre face à la Côte d'Ivoire, Jamal. Jamal était très satisfait de la prestation que nous a offert l'Équateur lors du premier match face à la Côte d'Ivoire. Ils ont bien joué contre la Côte d'Ivoire. C'était un match très équilibré, mais on a vu quand même qu'il y avait une certaine puissance. Ça s'est joué sur au niveau chez les Ivoiriens. On a senti qu'il y avait une très forte présence physique qui a fait la différence, honnêtement. Alors voilà, donc de cette poule E, premier qualifié avec 6 points, 2 matchs consécutifs, 2 victoires. L'Allemagne, 7-1 face à Curaçao. Et ce soir, 2-1 face à la Côte d'Ivoire. On passe à l'autre groupe, le groupe F. Et cet après-midi, messieurs, les Pays-Bas se sont baladés face à la Suède. 5-1, lourd score, un score fleuve. Le coach Ronald Koeman a donné vraiment une leçon tactico-technique à l'entraîneur suédois, Jamal. Oui, particulièrement en alignant son avant-centre fétiche,
prendre vie. Dès le départ, deux buts avec une intelligence extraordinaire, un sang-froid, un sens du but exceptionnel. Parce il leur a pratiquement coupé les jambes. On a marqué les 2 premiers buts, après même pas 20 minutes de jeu, je pense. Il y avait déjà 2-0. Et par la suite, les Hollandais ont déroulé. On a vu quand même que cette équipe suédoise n'a rien à voir avec l'équipe suédoise de Sven Eriksson. Ouais. Je suis d'accord. C'est plus le même. Il n'y a plus de grands joueurs, à part l'avancante qui joue à Arsenal, je pense. Je ne vois pas beaucoup de grands joueurs dans cette équipe. D'où la différence entre les Pays-Bas, qui ont montré aussi qu'ils sont là pour faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. En dépit de leur défaite contre les Algériens. Ouais. Alors je ne sais pas si Khaled Lamouchia m'écoute une autre fois ou je serai obligé de solliciter une autre fois Karim Atmour. Mohamed, ça arrive que sur toi. Ça arrive que sur toi, Mohamed. Ce soir, Khaled me fait la gueule. J'ai bu ses paroles, mais quand il te boycotte. Khaled en parlait, je ne sais pas si vous m'entendez, on parlait de ce match entre les Pays-Bas et la Suède et cette raclée reçue par la Suède 7 buts à 1. Pour revenir sur un peu ce qu'a dit Jamel, c'est que quand vous voyez les 2 premiers matchs, un match nul des Pays-Bas entre le Japon et une large défaite contre la Suède, donc on s'est dit qu'il y avait peut-être un peu de pression pour les Hollandais, mais ils ont montré à travers ce match qu'ils étaient là, favoris. Ils ont respecté la hiérarchie, c'est-à-dire que les Pays-Bas sont au-dessus de la Suède. Et voilà, ils sont quasiment premiers aujourd'hui. Ils sont pas quasiment, ils sont premiers en attendant le match entre le Japon et la Tunisie. Donc ouais, les Hollandais sont là. Ils étaient sur des matchs amicaux un peu poussifs. Ils avaient perdu contre nous. Ils avaient mal commencé l'entame de la Coupe du Monde. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont remis tout le monde d'accord. Et je pense que ça va leur faire du bien mentalement. Alors doublé de Broby, doublé de Gakpo et Somerville qui clôt le festival but. Face à cette équipe suédoise, on a reconnu un peu cette équipe des Pays-Bas cet après-midi. Oui, justement, et Khaled, je ne sais pas ce que tu en penses, mais un peu quand tu regardais le langage corporel, encore une fois, des joueurs des Pays-Bas, ils avaient l'air d'être faciles physiquement. Donc en fait, la question que je me posais, c'est justement le cycle de préparation. C'est-à-dire, comme on dit toujours, les grosses nations, en fait, elles veulent être prêtes pour le dernier carré. En tout cas à partir des 8e. Et ils font du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en début de préparation, s'il y a un gros travail physique qui est fait, pour après arriver dans un petit creux de méforme, et là monter en puissance. Et un peu c'est le sentiment que j'ai eu avec les Pays-Bas, en les regardant, parce que j'ai l'impression que c'était facile quoi. Un jeu fluide. Ouais voilà, fluide, il marchait sur l'eau. Exactement. Quoi. Et sans forcer, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient en difficulté, que c'était combat, c'était simple. Un très bon milieu de terrain. Donc... ils ont toutes les chances de terminer à la première place. Avec un score aussi large contre la Suède. Un match nul contre la Hollande, il leur restera la Tunisie. Ça ne va pas être peut-être un match facile, mais toujours est-il qu'il sera beaucoup plus facile que Suède-Japon. Je pense que ça sera aussi en fonction du résultat de la Tunisie et du Japon cet après-midi ou ce soir. Et si maintenant les Tunisiens font un faux pas, ils vont quasiment jouer le dernier match pour l'honneur, quoi. Donc les Hollandais seront quasiment, à mon avis, assurés de jouer la première place. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Karim, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'il y avait une préparation pour arriver, on va dire, à 100% de leur capacité, peut-être au 2e, 3e match de la poule. Mais ce qui était aussi visible des Hollandais et qui nous laissait, on va dire, positif vis-à-vis d'eux, c'est que malgré tout, ils arrivent à se trouver quand même pas mal d'occasions, que ce soit contre nous ou même contre le Japon en premier temps. C'était une équipe, on savait que quand ils allaient marquer rapidement ou marquer leur premier but, ils allaient dérouler. Donc ils ont fait un pari, j'ai l'impression, ils sont en train de réussir leur pari. Et je pense que ça va être une équipe sur laquelle il va falloir compter. Pour l'information, s'ils terminent premier, il se peut qu'ils rencontrent le Brésil si le Brésil termine second de son groupe. Donc ça va être un explosif Pays-Bas-Brésil. Mustafa, on a vu prochain tour. On a vu cette équipe des Pays-Bas lors du premier match et lors du second match. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, les Pays-Bas ont joué sur le petit détail. Ils ont utilisé le petit détail pour aller inscrire un but. Exactement. Ils ont pris le match dès l'entame. Ils ont pu marquer les 2 buts. Après, ça s'est déroulé. Ça a déroulé pour cette sélection. Après, quand on voit la fluidité dans le jeu de cette équipe, les De Jong, les Gravenberch, Reiners, le milieu de terrain,
Et deux attaquants racés, les Kakpo aussi, l'attaquant qui a marqué 2 buts. Brobbey, voilà. Brobbey, donc Très fort. très très bon joueur. En plus, Gravenberg, lors de la dernière journée, il a eu deux passes D. Donc quelque part, quand on dit un bon milieu de terrain fluide, tu as des joueurs qui vont vers l'avant, de très bons joueurs dans la récupération et dans l'entrejeu de cette équipe. Et puis il y a aussi Memphis Depay, le meilleur buteur de cette sélection néerlandaise, sur le banc. Oui. Il y a une toute autre génération. Et oui, Jamal, une génération de joueurs. de jeu. Non, ils ont une ligne d'attaque vraiment qui est très très forte. Une attaque de feu, comment Une attaque de feu, parce qu'ils peuvent... Et derrière, devant, derrière. Même derrière, oui. Ouais, derrière avec De Jong, avec... Et puis il y a de l'expérience et de la jeunesse. C'est un mix. Coman a bâti une équipe quand même très très homogène dans tous les compartiments du jeu, honnêtement. Et je pense que cette équipe fera mal, vraiment fera mal. Et puis une question ce soir, messieurs. Les Aigles de Carthage mangeront-ils des sushis face à cette sélection japonaise? Match prévu à 5h du matin. Bon, je ne sais pas si on doit réveiller Karim ou Khaled ce soir. Khaled, il sera réveillé, tu peux compter sur lui. On réveille Karim alors. Il rate pas un match. Karim, il va rater le match. Mais si on va écouter le nouveau sélectionneur, le nouveau venu en sélection nationale de la Tunisie, Hervé Renard, après le départ de Lamouchi, qui a dirigé une seule rencontre, puis est parti démis de ses fonctions après la lourde défaite 5-1. On va l'écouter et on revient. L'entraîneur, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les joueurs. C'est la mobilisation générale. C'est la prise de conscience qui va être le plus important. Et la détermination qu'on va avoir demain en rentrant sur ce terrain. Maintenant, il est facile de parler. La précédente question, j'ai entendu magicien. Il n'y a pas de magicien en football. Il y a du travail, il y a une préparation. Et après, être bon et efficace au moment opportun. Voilà, messieurs, vous venez d'entendre le nouveau venu en sélection tunisienne, à la tête de cette sélection tunisienne. Jamal, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Un entraîneur qui entraîne 2 sélections en une seule année, qualifié au mondial après l'Arabie Saoudite. Il se retrouvera ce soir ou demain matin sur le banc de cette sélection tunisienne. Effectivement, puis, après avoir été éjecté de la sélection saoudienne, il se retrouve automatiquement à la tête de l'équipe de Tunisie. Je pense que c'est un exploit d'ailleurs. Pour lui, c'est vraiment un exploit. Il n'a absolument rien à perdre. Il est venu en pompier. Il va essayer beaucoup plus de limiter les dégâts. Parce qu'affronter le Japon, c'est pas une sinécure, hein, honnêtement. Et même quand il vient, moi j'ai pas suivi là, les détails, parce qu'il y a un staff qui est en place. C'est tout le staff qui est parti. Il vient avec des personnes. Comment il peut travailler? Parce que je me dis, quand il vient comme ça en pleine Coupe du Monde, ils ont pas enlevé tout. Si Karim, il vient avec 3-4 personnes, mais il y a 2-3 personnes de l'ancien staff qui sont restées justement pour pouvoir faire la passation et pouvoir l'aider à s'adapter rapidement, parce que comme il l'a dit, en 2-3 jours, tu peux pas faire grand-chose. Il n'y a pas de magicien. Si c'est un discours et une préparation mentale, c'est tout. Mais il le dit, Khaled, il le dit si bien, Hervé Renard. Dans le foot, il n'y a pas de magicien, il n'y a que le travail qui compte. Absolument, absolument. Bon, après, moi, je l'ai eu quand j'étais à l'USMA il y a quelques années. C'est quelqu'un qui joue beaucoup sur le discours. C'est vraiment un meneur d'hommes, un leader. Et il trouve souvent les mots assez justes pour pouvoir motiver ses joueurs. Donc, quand vous prenez 5-1 contre la Suède et que vous jouez contre une excellente équipe du Japon, en 2-3 jours, vous n'allez pas révolutionner, que ce soit un travail tactique ou même en faisant peut-être d'autres choix de joueurs. Je pense que ça va être le discours, la motivation qui va faire que les joueurs seront unis, solidaires. Et puis il y a un élément qui est très important. S'ils ratent leur match ce soir, c'est que la Coupe du Monde est terminée pour eux. Donc je pense que la motivation sera un facteur essentiel. Ça va ? C'est le taux de la mobilisation pour cette équipe tunisienne. Après les 5 buts pris lors de la première journée, c'est vrai que Hervé Renard avait un travail plus psychologique et aussi tactique, c'est normal, et essayer de rectifier ce qu'il a rectifié, mais il ne peut pas changer tout l'effectif.
Donc c'est ça le problème. Donc maintenant, si on doit parler de l'arrivée de cet entraîneur, quand même, il a de l'expérience, c'est un coach qui aime les challenges. Il a une très bonne communication. Il a un certain charisme. En plus, il place bien les mots là où il faut. Donc, ça reste la réaction des joueurs lors de ce match qui reste très difficile contre les Japonais. Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient pour la seconde partie de Club Mondial. On est de retour, mesdames, messieurs, pour cette deuxième partie de Club Mondial. Donc, on parlait de la deuxième rencontre, la seconde rencontre du groupe F entre la Tunisie et le Japon. Khad Lamouchia, la question est à vous. Pour manger des sushis, ça se mérite. Est-ce que la Tunisie ce soir est capable de battre le Japon selon vous? Surtout après ce qu'on a vu lors du premier match, les Japonais qu'on a vu face aux Néerlandais. Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il y aura une réaction. Après la défaite contre la Suède, après le changement d'entraîneur et tout ce qu'il y a eu autour, je pense que les 15-20 premières minutes des Tunisiens, il y aura une réaction. Après, est-ce que la réaction, l'aspect, on va dire, physique, en termes d'agressivité, est-ce que ça suffit? Est-ce que les têtes seront toujours à l'endroit? Tout va dépendre du scénario et tout va dépendre de la prestation des Japonais. Donc, s'ils rentrent bien dans le match et qu'ils ont la chance de marquer rapidement, je pense que les Tunisiens seront assez forts peut-être pour pouvoir tenir. En tout cas, ils sont bons pour ça. Mais si malheureusement le scénario fait que ce soit les Japonais qui marchent, moi j'ai peur qu'ils s'écroulent et qu'ils perdent ce match. Donc ça va être un match important pour eux, difficile aussi. Mais après, sur un match, tout est possible. Même si les Japonais, par rapport au match qu'ils ont fait contre les Pays-Bas, ont fait meilleure impression. Espérons qu'ils ne vont pas dégainer un samouraï ce soir, ces Japonais. La Tunisie, messieurs, peut passer troisième, juste devant la Suède et le Japon en cas de victoire, une large victoire. La Tunisie 5-0 par exemple. Jamal. Oh, ça va être très difficile. D'abord de gagner. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Le football, tout est possible en football. Mais au vu de ce qu'a montré la Tunisie lors du premier match et la capacité des joueurs japonais, ce qu'ils ont comme joueurs, comment ils évoluent, comment ils s'entraînent d'abord, comment ils préparent les matchs et leur rapidité d'exécution, ça va être très très dur. Honnêtement, ça va être très dur pour les Tunisiens ce soir. Et puis ce soir, messieurs, si le Japon l'emporte face à la Tunisie, il gravira à la 12e place en compagnie des Pays-Bas avec 4 points. Le groupe C, messieurs, le Brésil a réagi tôt ce matin. Victoire 3-0 face à Haïti. Ce n'était pas une grande nation face au Brésil qui essaye de retrouver ses repères, Jamal. C'était une formalité, honnêtement c'était une formalité. Ils ont joué vraiment, je ne dis pas à l'économie, mais ils ont assuré le résultat et après par la suite ils ont déroulé. Ils ont joué le plus normalement du monde en assurant le résultat. C'est un bon score pour eux. Ils passent en première position en attendant la fin du troisième match. Mais pour le moment, ils sont en premier du groupe. Ils ont plus 2. Donc, pour eux, c'est bon. La qualif est dans la poche déjà, et voilà. Cette équipe du Brésil qui traîne les pieds depuis quand même quelques années. Il y a Rafinha qui s'est blessé seulement, c'était la seule chose. C'est une équipe en reconstruction, pendant que les autres se cherchent. Moi je souris un petit peu parce qu'on a vu on avait discuté par rapport au premier match Haïti-Écosse. Ouais. Vous vous souvenez, on s'était tous levés à 4h du matin. Donc non, en fait, au final, Haïti était quand même assez vaillante face à l'Écosse. Oui, c'est très vaillant. Très vaillante. Oui. Là, face au Brésil, un petit peu moins. Beaucoup moins. Du coup, qui a usé beaucoup de ses forces face à l'Écosse, où on attendait à ce qu'elle pose beaucoup plus de problèmes aussi au Brésil, qui, comme tu l'as dit, Jamel, ça a été plus une formalité pour eux. Voilà. C'est la petite parenthèse. Et puis, entre-temps, il y a eu l'énorme clash, l'énorme tacle de Luis Ignacio da Silva, le président
du Brésil. On va voir ce qu'il a dit Luiz Inácio da Silva, le président brésilien, sur Neymar. Il se pose la question, Neymar, point d'interrogation. Il ne joue même pas, c'est le premier joueur au monde appelé en équipe nationale pour faire, messieurs, du télétravail. Une première réaction. Je vous entends rigoler, Khaled. En fait, j'ai l'impression qu'il tacle un peu son sélectionneur. Ouais. Ouais, moi, c'est comme ça que je le prends. C'est c'est un petit tacle à Carlo Ancelotti. Après, je veux dire, médicalement, je ne sais pas où il en est, Neymar. J'espère le voir rapidement parce que c'est un énorme joueur. Mais on n'a pas l'impression qu'il va reprendre les terrains assez rapidement. Donc, je pense que c'est un tacle au sélectionneur Carlo Ancelotti. Mais sur le plan psychologique, quand même, la présence de Neymar est très importante. Très importante. Et elle focalise aussi, elle a focalisé un petit peu toute l'attention, ce qui permet aussi de libérer les autres joueurs. Ça peut être aussi une lecture. Non, après, c'est plus, monsieur, un clash politique que sportif. C'est très connu. Neymar a toujours été un soutien au populiste Jair Bolsonaro, qui a précédé Da Silva. Donc c'est pour cela qu'il a été un peu dans ce genre de déclaration, même si ça peut même. Il y a des relents de règlement de compte, quoi. Politique. Ouais. Donc voilà l'image qui s'affiche devant vous. Le tacle du président brésilien Lula Inácio da Silva. Neymar, il ne joue même pas, c'est le premier joueur au monde appelé en équipe nationale pour faire du télétravail. Entre-temps, le Brésil, je vous le rappelle, a battu Haïti 3-0 et passe en tête du classement avec 4 points. L'autre match entre l'Écosse et le Maroc s'est soldé par une victoire marocaine, Jamel, même si cette équipe d'Écosse n'a pas démérité. Gros jeu, physiquement, au-dessus du lot. Effectivement, elle a encaissé un but très, très, très rapidement et par la suite, elle est revenue dans le match, surtout en seconde mi-temps, où elle a vraiment bousculé l'équipe marocaine. Elle a même été privée d'un pénalty assez évident, une fois très indiscutable. Donc, je pense que les Écossais ont montré quand même qu'ils avaient du cran. C'est un peu leur tempérament, leur jeu anglo-saxon, bâti sur le physique et tout. Je pense qu'ils les ont vraiment bousculés, ouais. Ça va. Oui, j'ai vu une très bonne équipe écossaise avec un bon engagement, surtout sur le plan physique, sur les duels. C'est vrai qu'ils ont pris le but dans les premières minutes. Après, ils sont revenus, ils ont géré le match, ils avaient beaucoup d'occasions, en plus des erreurs d'arbitrage, où l'équipe écossaise a été privée de 2 pénaltys. Deux pénaltys, même le VAR n'est même pas revenu sur ces 2 actions. Tu expliques ça comment? Comment ça se fait qu'à chaque fois ça pose problème ces histoires de ça pose problème ces histoires de VAR aussi. Ouais. Lorsqu'on a entendu une information comme quoi les studios, c'est-à-dire les VAR ne se trouvent pas à l'intérieur des enceintes. Par moment, c'est à des centaines de kilomètres. Et oui, paraît-il que pour le match de l'Algérie, c'était à Dallas. Vous imaginez? C'est-à-dire la VAR est à Dallas et le match se déroule à Kansas City. Je me demande à quoi ça sert de désigner la VAR alors qu'elle est peut-être à des milliers de kilomètres du stade. C'est énorme, surtout après l'action de Léo Messi sur Mondi, ça a créé un peu. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça fait réagir beaucoup d'acteurs, ceux qui suivent. Des journalistes, des anciens footballeurs, des présidents de fédération, tout le monde a réagi à ce scandale. Même les Français qui étaient un petit peu pro-Messi. Oui, pro-Messi au départ, c'est-à-dire, mais ils se sont rendus compte qu'en 2022, ce même arbitre avait commis des impairs lors de la finale Argentine. Ouais, après ils sont revenus à la question, Jamel, qui est revenue. Est-ce que Léo Messi est super protégé par les arbitres? On clôt cette parenthèse de ce match et de cet incident, de cette action très dangereuse de Léo Messi sur Aïssa Mandi, qui a failli lui coûter la carrière, a failli lui coûter. Et il n'est pas le seul, malheureusement, parce que lorsque vous voyez aussi le coup de coude sur Maza. De McAllister sur Maza. Oui, énormément. Alors on va rappeler le classement de ce groupe C, le Brésil en compagnie du Maroc avec 4 points en tête du classement, différence de but en faveur du Brésil. L'Écosse est 3e avec 3 points. Haïti a l'air d'avoir dit au revoir à ce mondial avec 0 points. L'autre groupe, le dernier groupe de la soirée,
entre les États-Unis et l'Australie, hier, victoire américaine, 2-0. La surprise, la défaite, Jamel, de la Turquie face au Paraguay. Très déçu par la prestation turque. On ne s'attendait pas à un second échec avec pour autant de matchs. Moi, je pensais que et vous voyez, Jamel, sur le tableau, sur l'écran, le classement de cette poule D, et vous voyez la Turquie en dernière position avec 0 points. Moi, je pensais que la Turquie allait un petit peu profiter de l'état d'esprit dans lequel se trouve le Paraguay après sa large défaite, sa correction, pour ne pas dire autre chose, contre les États-Unis. Mais finalement, le Paraguay s'est qualifié malgré le handicap. Ils étaient quand même en infériorité numérique. Et ils ont pu quand même aller jusqu'au bout. Ils ont marqué un très beau but dès le début du match. Et ils ont résisté toute la partie. J'ai vu le match. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour eux. Rappelant que l'équipe du Paraguay, Khaled, a fini le match à 10. Miguel Almiron, le premier joueur dans ce mondial à avoir été exclu. Il était en conflit avec un joueur turc et les nouvelles lois de l'arbitrage de la FIFA interdisent de se cacher la bouche quand on parle à un adversaire, surtout quand il y a un petit clash. Donc c'est le premier joueur qui a fait les frais de cette nouvelle loi de l'arbitrage, Khaled. Oui, ça on a été un peu surpris, mais bon, parce qu'on n'est pas habitué. Mais effectivement, il a été expulsé. Puis après, pour revenir sur la prestation turque, je m'attendais vraiment après le match contre l'Australie qu'ils allaient tirer les leçons de ce match parce qu'ils avaient dominé puis s'étaient fait contrer. Et malheureusement, je m'aperçois qu'en fait, ce match-là leur a mis la tête sous l'eau parce qu'à mon avis, ils ne se sont pas remis de ce match-là. Pourtant, ils ont d'excellents joueurs. Quand vous voyez la poule avec les États-Unis, je pensais que c'est eux qui allaient terminer ou qui allaient se battre pour la première et la deuxième place. Donc effectivement, c'est un échec pour l'équipe nationale turque. Après, par rapport à ces règlements, moi je trouve que ça va dans le bon sens, si ce n'est que c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Jamel ou l'ensemble du plateau, il faudrait que la VAR se réveille, parce que sur certaines actions litigieuses, normalement elle est censée faire son travail. Donc il y a eu des règles qui ont été appliquées lors de ce mondial, notamment par rapport au gain de temps, puis maintenant par rapport à l'expulsion du joueur du Paraguay, que je trouve super intéressante. Et ça donne un peu plus d'intensité si on enlève cette petite pause à l'intérieur de la première mi-temps. Mais c'est vrai que la VAR, j'espère que lors des prochains matchs, notamment dans les matchs à enjeu, ça sera le cas pour nous lors de la deuxième partie, mais aussi lors des troisièmes, où les équipes comme par exemple l'Écosse vont donner contre le Brésil, que la VAR et l'arbitrage sera au niveau. Et puis, si je peux me permettre, Khaled, tu disais que... Mais tu ne penses pas que c'est disproportionné en fait, le fait de se cacher la main devant, comparé à des fautes des fois qui sont beaucoup plus dangereuses pour l'intégrité d'un joueur et qui ont des conséquences moindres. Genre là, c'est juste se cacher. Après moi en fait, je vois pas l'intérêt de cacher ta main en fait. C'est vrai, c'est juste, à mon avis, c'est plus pour éduquer. Peut-être qu'ils l'enlèveront quelques temps après. Mais si tu as quelque chose à dire, tu le dis sans mettre ta main devant, tu vois. Ouais, mais tu sais pourquoi ça se passe, parce que ça n'occulte pas les fautes grossières ou avec un carton rouge. Ouais, mais c'est pas ça au détriment de l'autre. Les joueurs, quand ils mettent la main devant, c'est juste parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de caméras, il y a tellement, avec les réseaux sociaux, scrutés de partout, que s'ils veulent parler à un autre joueur ou dire quelque chose, pour pas que ce soit interprété, déformé, décontextualisé. Donc des fois, ils disent on met là, comme ça on se protège, et demain on n'est pas sur tous les réseaux sociaux. Le lendemain, après, devoir se justifier de ce qu'on a dit ou pas, parce que les gens ne comprennent pas le lien que j'ai avec le joueur. Parce que c'est peut-être un coéquipier avec qui tu joues, tu vas dire un truc, et les gens vont dire ah mais... En fonction du résultat, après, ils vont interpréter en fait la petite phrase ou le petit mot décontextualisé, alors que c'est quelqu'un, c'est ton ami, peut-être c'est ton voisin avec qui tu vis en club, et ce genre de choses. Après, donc, ça peut par moment, ça peut juste chambrer. Il y a un décrypteur. Je veux dire, quand il y a conflit, que tu mets la main dans ta bouche, à mon avis, c'est pas par. Ouais, mais ça, mais là, tu sens quand même. C'est pas pour dire des choses gentilles. Cette décision a été prise. Donc voilà, en fait, tu interprètes toute la scène. Mais autant je peux la comprendre entre un entraîneur et son joueur. Autant sur le terrain, je vois pas l'intérêt. Je pense que, en fait, c'est pas comme tu as dit, c'est peut-être disproportionné, mais c'est plus éducatif. À mon avis, une fois que ça rentre, que les habitudes vont changer, ils vont sûrement l'enlever. Cette décision a été prise après le match entre Benfica et le Real Madrid. Oui. L'action sur Vinicius Junior. Il y a eu des propos racistes. Bon, mais je ne pense pas qu'il y ait des propos racistes au cours de chaque match. Pour expulser un joueur
comme ça et laisser Messi sur le terrain après cette semaine, je me demande où est la gravité de la faute. Alors messieurs, si la Turquie déçoit plus d'un avec cette deuxième défaite hier face au Paraguay 1-0, les États-Unis proposent du gros jeu, leader incontestable pour le moment de cette poule et filent directement au 16e de finale. Les États-Unis sont premiers avec 6 points, suivis de l'Australie, leur adversaire hier avec 3 points, le Paraguay est 4e avec 3 points, différence de but avec l'Australie, la Turquie qui ferme la marche avec 0 points et qui compromet sérieusement sa qualification au prochain tour, même en tant que troisième, en tant que meilleur troisième. On va voir le programme de la prochaine journée qui se jouera vendredi 26 juin, donc même jour et même heure depuis l'affaire de 82 entre le Chili et l'Allemagne. La FIFA a décidé de changer de timing et de faire jouer les deux matchs de la dernière journée en même temps. Donc ça sera Turquie-États-Unis, match de simple formalité pour les Turcs, et les États-Unis voudront bien évidemment confirmer leur place de leader. Et puis il y aura un Paraguay-Australie pour aller chercher cette deuxième place de ce groupe D. Voilà, on va boucler les groupes d'hier et d'aujourd'hui. Messieurs, la sélection algérienne nous intéresse aussi ce soir. Dernière séance d'entraînement ce matin au Kansas City avant de faire le long voyage pour jouer le match de la Jordanie et à San Francisco. À San Francisco, plus 2 heures. Horaire de décalage, Ouais. décalage horaire de température. Il y aura plus 2 heures par rapport au Kansas. 4 heures de vol. C'est 4 heures de vol, 2 heures de décalage horaire. 3h30, 4 heures, ouais. Pratiquement 3000 km. Il doit faire 17 degrés là-bas, je crois que j'ai lu. Donc, voilà, il faut se réacclimater. Non, la température est baisse, plus basse. Hein. La température est plus diminue, de 17 à 17 degrés, ça descend. Ils vont jouer avec une température qui va osciller entre le 17 et 18 degrés seulement. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les conditions climatiques seront bonnes. Donc une réacclimatisation. Réacclimatation. Il faudrait déjà s'adapter. Vu la température qui descend par rapport à Kansas City et par rapport au long voyage qu'ils ont fait. Après, le coach et le staff, ils vont jouer sur la récupération et le côté plus technico-tactique pour essayer de mettre l'équipe bien en place et essayer d'être le jour J bien au top niveau. Parce que déjà faire un long trajet après un match, donc c'est très, très fatigant pour les joueurs. Et je pense que le staff technique et médical, ils vont taper plus sur la récupération des joueurs. Peut-être que le fait de changer d'environnement, de changer d'hôtel, etc., ça peut nous faire du bien aussi. Hein, d'accord. Parce que lorsqu'on reste assez longtemps dans un endroit cloisonné, qu'aller on peut en dire quelque chose, on se lasse par la suite. Et donc un petit changement de destination, d'itinéraire, etc., peut faire changer les choses. Sur le plan psychologique, je pense. Khaled, alors, nous 5, Antalya Yahya, il est absent, plus 47 millions d'Algériens. On s'attend à ce sursaut d'orgueil de la sélection algérienne et de nous offrir un tout autre jeu, une toute autre prestation, ce qu'on a vu par rapport au premier match face à l'Argentine. Je pense qu'il y aura quand même une réaction. Je pense que le message est passé et je pense surtout que les joueurs s'en sont rendus compte. Ils sont passés à travers ce match, notamment sur l'impact physique, et qui n'ont pas, on va dire, su vivre ce match. Ils l'ont juste traversé, malheureusement. Donc non, moi je pense qu'il y aura une réaction contre la Jordanie, mais sauf que la réaction ne suffira pas. Il va falloir mettre un plan de jeu en place. Il va falloir jouer à l'algérienne. Comme je le dis et je le répète, on a des joueurs de qualité. On est capable de bousculer non seulement cette équipe jordanienne, mais pas mal d'équipes si on joue notre jeu. Donc je reprends ce qu'a dit Mustapha, il va falloir bien récupérer de ce voyage. Psychologiquement, évacuer ce match de l'Argentine, et peut-être que le fait de changer de terrain et de changer d'endroit va permettre, on va dire, un nouveau souffle à cette équipe. Et après, tous les ingrédients sont là pour essayer de revenir dans ce tournoi. Et puis Inch'Allah, gagner contre la Jordanie. Karim, Khaled dit changer d'endroit, ça peut faire du bien à cette sélection algérienne. Ouais, c'est comme un nouveau départ un petit peu. En tout cas, changer, oui, il faut changer, il faut que quelque chose se passe. Donc, il faut une coupure. Voilà, ça va permettre un peu de remettre
Psychologiquement, de mettre un nouveau paramètre et sur lequel une nouvelle base sur laquelle ils peuvent travailler, un nouveau terrain d'entraînement aussi, et de se focaliser sur ce match parce qu'il est déterminant. Mustapha, ce match, on a parlé, Vladimir Petkovic à plusieurs reprises, c'est un match très important. Pour Petkovic, le match de la Jordanie était plus important que celui de l'Argentine, avec qui on a débuté la compétition, et on va le dire ce soir, hein, malheur aux vaincus. Dans cette compétition, tous les matchs sont importants. On avait envie de prendre un point contre l'Argentine. Après, maintenant, comme c'est déjà fait, c'est oublié, je pense, pour nos joueurs et pour le staff technique. Mais pour nous, c'est le match le plus important, c'est celui qui vient après. C'est vrai que la Jordanie aussi, elle est dos au mur. Peut-être que c'est leur dernière chance, comme aussi pour nous. Donc il faut essayer de mettre tous les moyens, comme l'a dit Karim, je le rejoins sur ses idées. Il faut mettre tous nos moyens physiques, psychologiques et aussi techniques, parce qu'au vu ce qu'on a comme potentiel individuel, je pense qu'on est bien supérieur. Après, il faut que ça concrétise sur le terrain. Donc c'est un match qu'il ne faut pas rater. Il faut être présent. Et si j'ai un message à transmettre à l'équipe, aux joueurs, c'est de jouer pour le peuple, pour le drapeau. Vous avez tous les moyens de faire jouer, de faire gagner ce match. De rendre le peuple fier. Exactement. Donc ça ne sera pas facile, mais rien n'est impossible pour l'Algérie. Khaled, cette équipe jordanienne, c'est une équipe qui nous donnera du fil à retordre, ultra organisée en bloc bas, très rapide dans les transitions. On doit s'attendre à une bonne équipe jordanienne, surtout qu'elle est elle aussi dos au mur. Absolument. Je rejoins ce qu'a dit Mustapha. C'est un match décisif pour elle aussi. Donc après, je veux dire d'un point de vue tactique, la Jordanie est facilement lisible. Mais en même temps, elle maîtrise ce qu'elle met en place. C'est minimaliste. Voilà. Avec une bonne organisation en bloc bas et de la transition. Et elle essaie d'exploiter au maximum les pertes de balles de l'adversaire pour pouvoir essayer de nous surprendre. Donc ils vont jouer, à mon avis, sur ça uniquement. Ils ne vont rien changer, c'est leur point fort. À nous d'être vigilants et surtout d'être patients. J'espère qu'on marquera vite. Comme je vous l'ai dit, je suis persuadé qu'il y aura une réaction, qu'il y aura une envie des joueurs d'aller presser, de montrer qu'ils sont là et que le match de l'Argentine est passé. Donc j'espère juste que ça sera conclu par une ouverture de score qui va permettre surtout à l'équipe jordanienne de sortir. Et plus elle va sortir, et plus elle va déjouer, et plus elle va sortir, et plus on aura des espaces à exploiter. Donc oui, un match de différence de style, match compliqué, mais Inch'Allah, je pense que si on est motivé, ça devrait le faire et on devrait passer. Devrait passer, pardon. Jamal, une question à vous, sans vouloir sous-estimer cette équipe jordanienne ou lui manquer de respect, c'est pas ce soir qu'on va commencer à avoir peur de cette équipe jordanienne. Bien sûr. Pourquoi avoir peur de... Moi, je pense que si nous avons joué avec nos propres atouts contre l'Argentine, on n'aurait jamais essuyé une telle défaite. Aussi large, du moins. On aurait peut-être perdu difficilement, mais je l'ai dit tout le temps, on a le potentiel, on a une équipe capable de rivaliser. Et maintenant, si la Jordanie nous fait peur et on ne peut pas battre la Jordanie, qu'est-ce qu'on est parti faire en Coupe du Monde? Parce que vraiment, ce serait dramatique. Ce serait dramatique de perdre contre la Jordanie, de revenir bredouille. On aurait beaucoup d'espoir en cette équipe. Maintenant, si nous déçoivent encore, ça va être la grande désillusion encore. Alors il nous reste une minute avant de clore cette émission, ce nouveau numéro de Club Mondial. Une dernière question à notre ami Karim Atmour. Un gros enjeu, il y a un autre match qui va se jouer, celui de la récupération. Celui qui remporte la récupération va remporter le match. Alors la récupération fait partie de l'entraînement, c'est une partie intégrante de l'entraînement, voire tout aussi importante. Et oui, alors là il y a le voyage. Qu'il faut encaisser, il y a le changement d'environnement, alors c'est bien d'un côté parce que ça va permettre mentalement d'un côté de changer pour pouvoir faire comme un nouveau départ, mais d'un autre côté c'est de la fatigue, donc un peu mental, physique, physiologique aussi avec changement de température, ça joue un peu sur le corps. Mais bon, ils ont la veille de match, ils arrivent là, ils ont la veille de match, donc 2 jours avant, plus l'avant-veille, la veille et puis le jour du match.
Karim, merci. Jamal, merci. Conditions climatiques idéales. Hein. Jamal, merci. Mustafa, merci. Khaled, merci beaucoup. Et revenez-nous très vite. C'est la fin de ce nouveau numéro de Club Mondial. Excellente fin de soirée à vous, avec le reste des programmes. À bientôt. Quelle déclaration. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!